Bonsoir à tous et bienvenue sur votre plateau hebdomadaire Entreproms. Bien sûr, nous allons parler encore et toujours d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous avons un plateau très riche en plus avec des entrepreneurs et des gens qui aident pour développer notre économie et tout vraiment notre tissu économique, notre tissu entrepreneurial de Guadeloupe. Et cette semaine, nous n'avons pas de proms parce que nous allons mettre en avant un lycée que nous allons vous présenter tout à l'heure. Mais avant, la phrase de Tony Diaz qu'on ne présente plus. Vous savez que c'est le Guadeloupéen qui a participé, qui a travaillé sur la campagne de Barack Obama. Et cette semaine, il nous dit « Certaines personnes ne t'apprécieront jamais parce que ton esprit irrite leurs démons ». Donc notre coach professionnel, notre coach Tony Diaz nous envoie cette phrase pour nous motiver. Donc quel que soit ce qui se passe, faites ce que vous avez envie de faire et n'écoutez pas forcément les gens. D'ailleurs, on a souvent reçu ici en plateau des jeunes entrepreneurs qui avaient envie d'ouvrir une boulangerie ou d'ouvrir une activité artisanales et qui ont eu peur de se lancer parce que leur entourage leur a dit qu'il ne fallait pas, qu'il fallait rester fonctionnaire, qu'il fallait garder le petit travail tranquille, etc. Et heureusement qu'ils n'ont pas écouté cet entourage. Donc faites ce que vous pouvez faire, faites ce que vous voulez faire. Et nous, de toute façon, tout au long de l'année, on vous présente des coachs en entreprise, des accompagnateurs en entreprise. Il y a les chambres des métiers qui sont là, les chambres les différentes chambres consulaires, même que ce soit au niveau de l'agriculture, que ce soit au niveau du commerce. N'hésitez pas. Vous pouvez poser vos questions comme d'habitude sur les réseaux sociaux. On fait tout pour vous aider à développer votre société. Donc tout de suite, nous allons vous présenter une vidéo d'un lycée professionnel en Guadeloupe que nous avons décidé de mettre en proms et ils vont vous dire ce qu'ils sont en train de mettre en place. Bonjour à tous, futurs lycéens, futures lycéennes. Vous êtes dans la famille des métiers, études et modélisation numérique du bâtiment. Nous vous préparons à 3 diplômes. Le bac professionnel géomètre topographe, le bac professionnel technicien études du bâtiment option assistant en architecture et le bac professionnel technicien études du bâtiment option études et économie. Alors concrètement, quelles sont les activités que nous accomplissons dans l'année? Alors, je vais arrêter de parler, d'accord? Et vous allez regarder la suite de la vidéo et ensuite, rejoignez-nous, ok? Voilà, donc ça, c'est ce que font nos jeunes Guadeloupéens de leurs établissements. Donc, vous avez vu ce qui est mis en place pour vous. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher du lycée pour pouvoir avoir plus d'informations. En plus, on a déjà reçu le professeur ici en plateau qui était venu nous parler de la formation BIM qu'ils ont mis en place. N'oubliez pas que ce n'est pas un coup de poing, mais c'est la nouvelle technologie, la nouvelle manière de développer le bâtiment. Donc voilà, nous allons vous présenter notre plateau. Donc ce soir avec nous, monsieur Eddy Babel, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes ce que j'appelle, ce que vous appelez formateur locavore. Vous avez écrit un nouveau livre. Vous allez nous en parler tout à l'heure. À côté de vous, nous avons monsieur Philippe Quillot. Bonsoir. Bonsoir. Donc vous faites partie d'une société qui s'appelle Transition Pro Guadeloupe. Et on va en parler parce que c'est très intéressant, surtout avec l'ouverture que j'ai faite tout à l'heure, parce que vous allez nous expliquer ce que vous faites au niveau de la validation des acquis. Et tous les gens qui veulent changer de métier peuvent passer par vous, justement. On en parlait il y a quelques instants. Ensuite, il y a madame Jasmina Legros. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes quand même assez connu, vous avez fait une marque, c'est génial, vous allez nous expliquer ce que vous faites de la valorisation des déchets, vous avez été Miss pour les océans, vous avez fait beaucoup de choses pour le retour, on sait aussi que vous travaillez pas mal sur la culture guadeloupéenne, vous allez pouvoir nous parler de votre parcours tout à l'heure, et à côté de vous, Olivier Salibur, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes un jeune Guadeloupéen qu'on a déjà vu en plus avec Monsieur Bourzeus il y a quelques années quand vous étiez venu en Guadeloupe, et là vous allez nous parler d'un pont
agroalimentaire ou bien au moins de l'agriculture entre la Guadeloupe et le Sénégal. Exactement. On va revenir vers vous tout à l'heure. Alors, Monsieur Babel, bonsoir. Oui, ouais, bonsoir. Alors, vous avez écrit un nouveau livre. Est-ce que vous pouvez nous en parler et nous expliquer avant votre parcours pour les gens qui voudraient vous redécouvrir ce soir? Donc, alors, mon parcours, je suis cuisinier de formation. Et par la suite, j'ai été formateur de cuisine à l'AFPA de Saint-Claude. Et j'ai eu l'occasion notamment d'intervenir à la prison de Basse-Terre. J'ai accompagné aussi la mise en place de la table d'hôte de la Rivelière. Ensuite, j'ai continué mon petit bonhomme de chemin en créant une association de services à la personne. Et depuis 2015, j'ai pris une autre orientation pour pouvoir continuer toujours dans la formation, mais avec l'édition d'ouvrages, donc proposer au public des formules pour mieux apprécier son environnement, c'est-à-dire sa biodiversité, les éléments qui forment sa biodiversité, et pour pouvoir les mettre dans sa cuisine et les consommer. Alors, les gens vous connaissent beaucoup pour le fameux livre sur le fruit à pain. Sur le fruit à pain, tout à fait. Donc, le fruit à pain dans tous ses états. C'est un livre qui est sorti en 2015 et qui a reçu un grand succès de la part du public. C'est un livre qui était attendu en fin de compte et ce qui fait qu'il a bien évolué. Ça vous a fait quoi de voir la victoire de Jimmy Bibrac pendant le concours avec le fruit à pain, justement? C'était une belle victoire pour le fruit à pain. Une belle revanche. Ah oui, une belle revanche, parce que c'est vrai qu'au départ, quand j'ai sorti l'ouvrage, les gens souvent me disaient qu'au fruit à pain, c'est vite à cochon. Et 2-3 ans après, ce discours avait disparu de leur langage parce qu'ils se sont rendus compte qu'on avait un produit qui était de qualité et qu'il fallait le valoriser et apprendre à le consommer. D'accord. Alors là, vous avez fait un livre qui s'appelle « Les farines des tubercules ». Oui. Alors, parlez-nous de ce livre. En plus, il est génial, hein. J'ai vu les recettes à l'intérieur. C'est très bien présenté. Franchement, c'est digne d'un grand livre de cuisine comme ce que je voyais quand j'étais petite, quoi. Parlez-nous de ce livre. Alors, la suite du livre « Le fruit à pain dans tous ses états », c'est que beaucoup de personnes souvent me demandaient comment faire du pain avec la farine, comment faire une pâte à dombré, comment faire une pâte à tarte. Et j'ai eu l'idée justement, parce qu'à travers justement le premier ouvrage sur le fruit à pain, les farines locales ont pris une certaine place dans notre consommation. Et heureusement. Oui, voilà, heureusement. Et donc j'ai eu l'idée de créer ce livre sur les farines, de manière à mettre en image et les techniques qu'on va pouvoir utiliser pour justement apprendre à utiliser les farines, les combiner et pour pouvoir réaliser des mets à partir de ces produits. Est-ce que vous pensez qu'un jour, alors je sais que je vous ai déjà posé la question, mais là je vous la repose en antenne. Est-ce que vous pensez qu'un jour, enfin, on va arrêter de faire venir de la farine de tous les pays du monde et qu'on pourra faire notre pain ici dans nos boulangeries avec nos farines à nous, qu'on a ici sur place, même si ce n'est pas de la farine de blé? Est-ce que vous pensez que ce serait possible dans un... Peut-être je suis trop utopiste, je ne sais pas. Ça prendra du temps, mais ça peut être une bonne chose. Pas forcément d'arrêter de consommer du blé, mais de pouvoir peut-être cultiver du blé sur notre territoire. Parce que c'est vrai que chez nous, on ne cultive pas de blé. Et quand on prend le fruit à pain lui-même, ce n'est pas un arbre endémique de la Guadeloupe, il a été importé. Donc c'est vrai que ça tourne, ça avance, ça évolue. Et c'est vrai qu'à travers cet ouvrage, c'est vraiment d'apprendre à mieux apprécier ce qu'on a autour de nous et à découvrir la richesse de notre biodiversité et d'apprendre justement à connaître nos produits. Parce que c'est vrai qu'on fait encore beaucoup de gaspillage parce qu'on ne sait pas vraiment valoriser la globalité de ce qu'on a. Je prends par exemple l'exemple du fruit à pain toujours. J'ai réussi à tirer plus de 12 farines à partir des éléments de l'arbre à pain. C'est pour vous montrer comment on peut aller extrêmement loin avec juste un produit, juste un arbre. Et ça ouvre des champs énormes parce que on ne va pas toucher uniquement à l'alimentation, mais on touche aussi la cosmétique. On va toucher aussi tout ce qui touche au bien-être. Donc ça peut être des compléments alimentaires, ça peut être des médicaments, ça peut être aussi des aliments aussi pour les bétails. Ça peut être aussi des colorants alimentaires. Ça peut vraiment aller très loin. D'accord. Alors, où est-ce qu'on peut trouver votre livre? Est-ce que vous allez faire des conférences pour le présenter? Comment ça va se passer? Alors, bien sûr, il y aura des conférences qui seront programmées. Bon, ce n'est pas encore vraiment possible pour l'instant, mais ça va se programmer, je pense, que d'ici le mois d'avril. D'accord. Et donc, on peut déjà retrouver le livre dans les librairies, dans les boutiques bio aussi, et notamment sur le site internet mauvetropical.com.
D'accord, sur le site internet movetropical.com. Alors en plus, je vois, alors que vous avez mis un tableau avec les valeurs nutritives, ça c'est génial. Oui, il y a les valeurs nutritives. C'est vrai qu'il y a plusieurs tableaux parce qu'il y a aussi un tableau qui montre les différentes correspondances entre la farine de blé et la farine de tubercule. Parce que parfois, on a envie de remplacer la farine de blé par de la farine de tubercule, mais on ne sait pas comment doser. Et c'est vrai que les farines de tubercule rendent beaucoup plus en termes de quantité que la farine de blé. Et il ne faut pas, échanger en utilisant la même quantité. Sinon, on obtient quelque chose qui n'est pas forcément agréable à la consommation. D'accord, donc ça sera des choses qu'il faudra analyser, même pour nos jeunes. Tout à l'heure, on a vu une vidéo d'un lycée, mais que ce soit même au niveau du lycée agricole, pour les gens qui vont être boulangers demain, ce sera des choses qu'ils pourront apprendre, enfin qu'il faudra peut-être qu'ils commencent à intégrer dans leur formation. Ça peut être une bonne chose, ça. Oui, ça peut être une bonne chose. Et en parlant des jeunes aussi, à travers ce livre, on va retrouver aussi beaucoup de recettes sur le manger rapide, parce que c'est vrai que nos jeunes sont très tournés vers tout ce qui est l'alimentation rapide, les fast-food et tout. Donc c'est une manière aussi de pouvoir intégrer nos produits locaux dans cette logique d'alimentation et faire nos jeunes justement apprécier les produits qu'on a autour de chez nous, donc apprendre à les consommer. Alors moi, je vous montre quelque chose que je viens de voir, biberon au dictame. Donc 290 grammes d'eau, 10 grammes de dictame. Vous mélangez l'eau et le dictame, vous portez à ébullition en remuant le mélange pour éviter la formation de grumeaux. La crème va s'épaissir, laissez bouillir à feu très doux pendant 1 à 2 minutes. Laissez refroidir et ajoutez le lait en poudre. Et un jus de fruits ou de légumes. Donc alors, je ne sais pas si on voit très bien, c'est vrai qu'avec beaucoup de lumière, mais franchement, ne serait-ce que ça, c'est génial parce qu'on en parlait justement. En ce moment, on est un petit peu dans l'actualité où on nous redemande de consommer local. Donc maintenant, tous les pays veulent consommer un petit peu bio. Ils veulent consommer ce que nous avons chez nous. Oui. Et sauf que nous boudons un petit peu cette alimentation. Donc franchement, c'est un super livre. Moi, je vais le lire, et je vous ferai revenir une fois que je l'aurai lu. Je vais essayer plein de recettes, je vais mettre les vidéos sur les réseaux sociaux. Ça va être comique, on va regarder ça. Je vais vous faire revenir, on va étudier ça d'un petit peu plus près. Alors, à côté de vous, bonsoir, monsieur Philippe Quillot. Vous êtes dans la Transition Pro Guadeloupe. Alors, qu'est-ce que c'est et est-ce que vous pouvez nous expliquer ce projet ? Oui, bonsoir à tout le monde. La Transition Pro vient succéder à un organisme qui a duré 37 ans, qui s'appelait le FONGECIF. D'accord, intéressant à savoir. Et déjà, à l'origine, le FONGECIF était déjà un outil qui était à la main des salariés pour leur permettre d'évoluer professionnellement, soit en se perfectionnant, soit en se reconvertissant ou en créant une entreprise. Aujourd'hui, le champ d'action de Transition Pro, il a un petit peu évolué par rapport à ça, puisque à l'origine, nous avions une mission à la fois de conseil et à la fois de financement. Aujourd'hui, l'État a privilégié la séparation des pouvoirs, et donc il a demandé à ce que la partie conseil soit faite par des opérateurs de conseil en évolution professionnelle. Donc ils ont une offre de service qui est gratuite, qui est financée par l'État et qui permet à quelqu'un d'être accompagné dans l'élaboration et la mise en œuvre de leur projet professionnel. Et ils sont compétents à la fois pour les salariés, mais également pour les travailleurs indépendants. C'est parce que pendant de nombreuses années, les travailleurs indépendants n'avaient aucun organisme vers lequel ils pouvaient se tourner pour pouvoir être accompagnés dans des stratégies pour effectuer des transitions professionnelles. Et donc, avec cette ouverture par le Conseil en évolution professionnelle, nous nous sommes recentrés sur des missions de financement et de gestion de dispositifs. Et donc, nous gérons pour l'instant des dispositifs en termes de financement, mais pas seulement. Donc, en ce qui concerne le financement, ce qui est important de signaler, c'est que une bonne partie de nos ressources provient également des fonds sociaux européens. Nous sommes, disons, un gros utilisateur de fonds sociaux européens pour justement amener plus de possibilités de financement vers des Guadeloupéens, avec des priorités, dans le cadre, par exemple, de la politique européenne d'égalité hommes-femmes. Donc, les publics féminins font partie des publics prioritaires. Et donc, parce que souvent, elles vivent des situations professionnelles qui sont moins enrichissantes à la fois sur le plan financier, mais aussi sur le contenu des métiers qui leur sont proposés. On sait bien que les femmes ont un champ de métiers beaucoup plus réduit,
Elles sont souvent cantonnées aux métiers administratifs, ouais. au métier de l'aide et au soutien aux personnes, hein, puisque le rôle de maman, elles le font aussi sur le plan professionnel. Et donc, voilà, on les cantonne à ça. Donc, les dispositifs que nous gérons sont donc le premier d'entre eux, le plus important en termes de financement, c'est ce qu'on appelle le congé pour un projet de transition professionnelle. Il est uniquement dédié à la reconversion. C'est une chose qui est différente du temps du FONGICIF, puisque là, on est obligé de penser en termes de reconversion. Alors, reconversion ne veut pas toujours dire repartir à zéro. Oui. Ça, d'ailleurs, c'est ce qui fait peur. C'est ce qui fait peur, puisque quand on parle à quelqu'un de se reconvertir, il se voit se lancer dans le vide, sans parachute. Or là, ce qu'on propose, c'est plutôt que les personnes aient 2 parachutes au lieu d'un, de manière à sécuriser les parcours. Parce que la volonté, c'est qu'à la fois le parcours soit personnalisé, soit individualisé, donc il soit vraiment la manifestation de la volonté de la personne, mais en plus que ce parcours soit sécurisé. Donc, nous gérons des financements qui permettent d'assurer le maintien de la rémunération et en même temps le financement du coût de la formation. Voire pour les personnes qui sont obligées de quitter la Guadeloupe, des aides à la mobilité. Donc, on voit que la personne peut partir dans des conditions optimales pour pouvoir réaliser cette transition professionnelle. Un autre dispositif est venu compléter l'arsenal au mois de novembre 2019, c'est le dispositif démissionnaire. Aujourd'hui, un salarié du secteur privé peut démissionner, peut vouloir démissionner en intégrant une démarche organisée et il peut avoir comme objectif soit de se reconvertir comme salarié avec la nécessité d'une formation pour arriver à ses fins, mais également il peut démissionner pour pouvoir créer une entreprise et percevoir des allocations de retour à l'emploi, c'est-à-dire ses droits de salarié qu'il a accumulés pour le chômage, eh bien, il peut les utiliser dans le cadre d'une création ou d'une reprise d'entreprise. Donc on voit que ça ouvre des perspectives, puisque autant dans le congé de transition professionnelle, il faut avoir l'accord de l'employeur pour s'absenter de l'entreprise. À partir du moment où vous choisissez délibérément de démissionner, ce n'est plus que votre seule volonté qui fait que le projet se réalisera ou pas. Donc ce sont des dispositifs qui sont destinés, qui se sont inscrits dans la dernière loi de 2018, du 5 septembre 2018, qui était la liberté de choisir son avenir professionnel. C'était l'intitulé de la loi. Donc de plus en plus de dispositifs se mettent en place pour permettre aux gens d'acquérir cette liberté en visant non seulement des formations pour avoir des diplômes, des certifications on dit, mais aujourd'hui on est beaucoup plus, on commence à entrer dans une autre logique qui est l'acquisition de compétences certifiées. C'est-à-dire qu'au lieu de rechercher systématiquement à obtenir des diplômes pour pouvoir réussir quelque chose, on peut aussi faire valider ses compétences. Et donc ça veut dire que l'État, par exemple, a imposé aux certificateurs, c'est-à-dire ceux qui créent les diplômes, de découper leur certification en blocs de compétences, de manière à ce qu'une personne puisse se constituer des parcours et n'aller chercher que des blocs lorsqu'elle a besoin que de blocs de compétences. On peut prendre un exemple qui est assez courant. Une personne travaille dans un service de comptabilité et jusqu'à maintenant, elle ne faisait pas de paye. Et parce que la paye était externalisée dans un cabinet comptable. Elle veut commencer cette activité de gestion de paye, l'employeur est d'accord, etc. Au lieu de financer un titre professionnel de 11 mois qui vous coûtera 11 mois de salaire et 12 000 ou 13 000 euros de coût de formation, on peut aller chercher bloc de compétences, soit bloc par bloc, soit un bloc, soit 2 blocs, soit 3 blocs, de manière à acquérir les compétences certifiées. Si un jour on veut continuer jusqu'à l'obtention finale du titre, on ira jusqu'à l'obtention finale du titre. Si on n'en a pas besoin dans son parcours, on va aller acquérir d'autres blocs ou d'autres certifications par ailleurs. D'accord. Ensuite, l'autre dispositif que nous gérons, c'est le dispositif, c'est une certification qui s'appelle CLEA. CLEA, cela permet aux personnes de faire reconnaître 7 domaines de compétences. Donc ce n'est pas réellement un diplôme au sens où je vais pouvoir exercer un métier avec. Par contre, je vais faire reconnaître que j'ai acquis 7 domaines de compétences qui sont transversaux
à tous les métiers et à toutes les situations professionnelles. Bien. Donc, il y a un socle de connaissances en français et en mathématiques, mais il y a également des socles de compétences dans le comportement, le bien-être, c'est-à-dire savoir travailler en équipe, savoir respecter des consignes, des règles d'hygiène et de sécurité, ou des choses comme ça. Donc, savoir communiquer également en utilisant les nouvelles technologies, etc. Donc, on peut faire... Aujourd'hui, comme monsieur l'évoquait dans la nourriture, dans l'approche de sa santé et de son alimentation, mais dans la formation, on se retrouve avec ce même genre d'approche qu'on pourrait presque dire holistique, dans le sens où on prend le problème dans sa globalité et au lieu de se précipiter vers des points vraiment fixes et ou se retrouver dans des impasses, on peut facilement. Donc il faut avoir une approche beaucoup plus stratégique et c'est pour ça que le rôle des conseils en évolution professionnelle est vraiment primordial dans cette affaire. C'est que chaque fois que j'ai besoin, que je m'interroge sur mon évolution professionnelle, je peux trouver un opérateur de conseil gratuit qui peut m'accompagner dans ma réflexion stratégique. D'accord. Alors, où est-ce que les gens peuvent vous contacter rapidement ? Alors, Transition Pro se situe à Bémao, du côté du quartier de Blachon. D'accord. Donc, c'est tout près du Vélodrome. Mais aujourd'hui, avec la situation sanitaire et les nouvelles technologies, il est bien plus aisé de nous contacter par téléphone. Je vois que les coordonnées s'affichent. Allez-y, donnez-nous. Oui, donc le 05 90 32 10 33, mais également l'Internet. Nous avons un site Internet sur lequel nous publions des vidéos, nous avons un fil d'actualité, nous essayons d'apporter une information qui est permanente, qui est constamment en train d'évoluer. Les dispositifs évoluent, les dos évoluent. Je vais simplement rajouter un petit mot, c'est que vous allez entendre prochainement parler d'un nouveau dispositif que l'État met en place qui s'appelle les transitions collectives. Parce que jusqu'à maintenant, on était dans des logiques individuelles. On commence maintenant à s'intéresser à des logiques collectives. Ça, c'est une bonne chose. Et donc, alors c'est le début. Ça se situe pour l'instant au niveau de secteurs ou d'entreprises qui connaîtraient des difficultés et qui seraient capables de mettre en place une gestion prévisionnelle de leurs emplois pour permettre de signaler qu'il y a des emplois menacés dans l'entreprise, qu'il y a des métiers vers lesquels il faudrait que les personnes puissent se réorienter. Et donc, ce dispositif de transition collective, vous allez entendre parler, puisque l'État va en assurer la promotion. D'accord. On vous fera revenir pour parler parce de ça. que c'est un sujet vraiment tout nouveau, et c'est une expérimentation jusqu'en 2022. Et on voudrait que ça réussisse pour que ça apporte de nouveaux fonds. En temps et en heure pour reparler de ça, comme ça on pourra faire un point global pour voir un petit peu ce qu'ils ont mis en place. Alors madame, puisque maintenant on ne dit plus mademoiselle en plus, et puis je suis même pas au courant. Alors madame Legros, bonsoir. Bonsoir. Alors vous, en plus, vous nous avez envoyé, moi j'ai quelques photos de produits que vous avez fait. Parce que vous avez fait une gamme de cosmétiques via la valorisation des déchets. Et en plus, vous faites aussi des bijoux. Enfin, vous travaillez aussi les calebasses locales. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours, s'il vous plaît ? Oui, donc j'ai une formation d'ingénieur en chimie. Et du coup, à la suite de mon diplôme, j'enchaîne avec un master en formulation. Et j'ai décidé de lancer mon entreprise directement. Donc, je ne suis pas passée par la case salariée. C'était quelque chose que j'avais en tête. J'ai toujours eu envie, du plus loin que je me souvienne, d'utiliser les ressources de chez moi pour créer une force de production locale, parce que je ne comprenais pas, et ça je le dis dans toutes mes interviews, pourquoi on utilisait des gels douche à la pomme, à la fraise, ou ce genre de choses, ou même des repas qui n'utilisent aucunement les ressources qu'on a autour de nous. Je ne comprenais pas. Ça, quand je le voyais dans les supermarchés, du coup, j'ai été issue d'une famille où on utilisait vraiment tout ce qu'on avait dans le jardin, même pour prendre soin de soi. Donc, mes parents utilisaient l'huile de carapate dans mes cheveux. Par exemple, exactement. Pour me masser, si j'avais un rhume ou que j'allais pas bien, c'était du gros sel, l'huile de carapate, un bouchon de rhum. Et puis voilà, on était tout neuf le lendemain matin. Donc, j'ai vraiment grandi dans un écosystème comme celui-là. Et c'est tout naturellement que je me suis orientée vers ce que je fais aujourd'hui. Donc, certes, c'est de la cosmétique. Souvent, on colle l'étiquette du maquillage, du parfum et de la féminité sur la cosmétique. Je tiens à dire que ce n'est pas ça. La cosmétique englobe tous les produits qui permettent de soigner l'extérieur, en fait. Donc, un shampoing est un cosmétique, le dentifrice est un cosmétique. En tout cas, c'est très joli. Moi, je trouve que c'est la féminité, c'est représenter la masculinité aussi. C'est très joli. Vos packaging et tout, c'est magnifique. Oui.
Et du coup, cette marque-là a été élaborée pour les hommes, les femmes et les enfants à partir de 5 ans. J'ai eu l'occasion de discuter, d'échanger avec pas mal d'acteurs du territoire, notamment des associations, des agriculteurs et des personnes qui avaient envie de, comme moi, développer certaines filières ici en Guadeloupe. Je pense à Carapates quand je parle de filière, je pense au café aussi, où souvent on s'arrêtait on s'arrêtait sur la chaîne, en fait on n'allait pas jusqu'au bout. La filière Carapates est très très bien organisée au niveau de la Jamaïque, donc j'ai l'occasion d'avoir des renseignements sur ça. En Guadeloupe, malheureusement, cyclone, plus d'arbres, les prix augmentent. Ou alors la main-d'œuvre, il n'y a pas suffisamment de personnes pour gérer les graines. Ils remettent rasier. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça que je dis que les filières ne sont pas organisées aujourd'hui, parce que du coup, les prix vont varier trop facilement. Ils ont un rachat devant chez eux, ils se demandent qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. C'est ça, exactement. Et c'est pareil pour la filière coco aujourd'hui, même si je vois que de plus en plus, il y a des personnes qui s'intéressent à cette filière-là, notamment sur la vente de l'eau de coco, des plantations qui se mettent en place. J'ai vu surtout sur la Basse-Terre, mais la filière n'est pas encore totalement exploitée et ce serait bien de pouvoir le faire. Donc je suis contente d'entendre Monsieur Babel-Auchan. J'ai vu ses livres, moi je n'avais jamais rencontré la personne, donc ça c'est vraiment top de pouvoir participer à la création de filières comme ça. On en a besoin, c'est ce qui fera notre force de production, et via mon entreprise et mes activités, j'espère pouvoir participer et donner l'exemple en fait. On ne peut pas tout faire, et l'intérêt pour moi c'était de montrer qu'avec ce qu'on considère comme étant des déchets, que ça finit dans la poubelle, on peut encore en tirer quelque chose. Ou alors, ce qui est en train de se gaspiller sur le bord des routes, il y a encore énormément de choses qui se gaspillent, et, notamment chez les particuliers aussi, qui ont des arbres fruitiers, ça c'est très bien, mais qui n'en prennent pas soin, dans le sens où ils ne vont pas récupérer, parce que les arbres ici produisent mais énormément. C'est impressionnant, on a cette chance-là, on pourrait nourrir toute la population en fait avec largement. Ça. Si on ne fait plus rentrer les conteneurs ou peu importe ce qu'il arrive, les arbres produisent énormément, et ces ressources-là peuvent être réutilisées pour la fabrication de jus, de confiture, la cosmétique aussi. Là, toutes les farines, ça, c'est pas à tomber dans l'oreille d'une sourde. Les farines à partir de frais à bain pour la cosmétique. J'avais déjà eu l'idée de travailler sur ça, mais la plus grosse problématique pour des entreprises comme la mienne, c'est l'approvisionnement en fait. Les quantités, les volumes. Parce que du coup, quand on se dit qu'on va lancer une gamme de produits, il faut être sûr qu'au niveau du sourcing et de l'approvisionnement, on ne sera pas embêté. Surtout si on a envie de lancer quelque chose autour de la Guadeloupe, quoi. Alors vous, votre entreprise, elle a 7 ans en plus. Comment vous avez eu l'idée? Comment vous l'avez montée? Est-ce que vous avez été accompagnée, la fameuse question? Et comment ça se passe aujourd'hui? J'ai été accompagnée par mon école d'ingénieur en chimie. Donc je l'ai faite en Alsace, à Mulhouse. Quand j'ai été diplômée, le directeur de l'école a pris la décision d'ouvrir une section qu'il a appelée la fabrique d'innovation. Et l'intérêt, c'était de permettre aux jeunes diplômés de travailler sur un projet d'entreprise. J'ai trouvé ça juste formidable. Du coup, j'ai sauté sur l'occasion et j'ai été l'une des premières à participer à ce programme-là, donc qui durait 1 an. Et sur ce programme, il nous permettait encore d'avoir accès au laboratoire de l'école ou à des formations via l'université. Et c'est pour ça que j'ai continué en fait avec le master. Donc ça me permettait de garder le statut d'étudiant, donc avoir ma bourse, avoir des aides financières, tout en travaillant sur mon mémoire de fin d'études et en développant mon idée pour ma future entreprise. Donc ça, c'était vraiment une aubaine, en fait. Je crois que c'est pas tout le monde qui a cette chance-là, directement après le diplôme après un diplôme, de pouvoir travailler sur son projet d'entreprise. Donc sur l'année, j'ai fait plusieurs allers-retours entre mon école d'ingénieur en Alsace et la Guadeloupe, justement pour aller à la rencontre des acteurs et étudier en fait le territoire. Je me suis pas dit, ok, bon, je vais sortir un truc à noix de coco, à l'avocat, etc. Je vais planter. Non, je me dis, on est sur une île. L'intérêt, c'est d'étudier en fait le territoire sur lequel on a envie de travailler pour voir ce qu'il y a à disposition, ce qu'on peut faire. Les coûts d'importation, exportation sont super importants quand on est sur une île et il faut prendre tout ça en compte. Et l'autre chose qui est très importante, c'est le packaging. Le packaging, quand on y pense, on est forcé d'importer si on travaille sur des produits ou des formules liquides. Ou alors on tombe directement dans des flaconnages plastiques, comme on le voit pour les fabricants de jus ici, ou peu importe ce que c'est. Donc la réflexion que j'ai eue, c'est me dire comment est-ce que je fais pour ne pas utiliser ce type de flaconnage plastique, tout en fabriquant un produit qui puisse remplacer... qui puisse être utile au quotidien. Et j'ai pensé aux formulations solides,
qui aujourd'hui, vous voyez le nombre d'années qui s'est écoulé, j'ai été diplômée en 2012, mais ce n'est qu'en 2020-2021 que les gens sont un peu plus alertes au niveau des shampoings solides, comme des crèmes en barre, vous voyez. Oui, effectivement. Donc du coup, je suis arrivée un peu trop tôt, m'a-t-on dit. Mais c'est bien, avant-gardiste. Avant-gardiste, mais ça n'a pas été très positif pour mon entreprise, en fait, à cette époque-là, parce que les gens ne comprenaient pas tout de suite ce que c'était. C'est maintenant que ça commence à se mettre exactement. À la mode, donc là, je suis obligée de refaire, en gros, pas repartir de zéro, mais d'adapter la campagne de communication, rappeler aux gens que j'existe depuis 2014 et que c'est ce que je proposais avec des ressources locales et non pas des choses qui viennent encore d'ailleurs. Et voilà, donc toute cette démarche-là a vraiment été importante sur la première année, suite à l'obtention du diplôme, pour créer une gamme qui respecte les traditions de mon île et ce que moi j'ai connu étant petite, parce qu'on sait que ça fonctionne et que nos produits sont très qualitatifs, mais en même temps qui respecte les codes de la cosmétique et l'évolution. Parce qu'on va beaucoup vers de l'innovation quand il s'agit de cosmétiques. Il ne faut pas mettre ça de côté, en fait. Les choses évoluent, le marché évolue, et du coup, les demandes aussi, les gens, ce qu'ils demandent évolue, et il faut vraiment rester sur ce fil conducteur-là. D'accord. En tout cas, chapeau pour le projet. Moi, j'aime bien, en plus, la matière pour le sac et tout. Je trouve que... De toute façon, moi, je suis fan des Guadeloupéens. Vous savez déjà, les artisans et tout, les gens qui font des choses, les productions locales. Je sais même plus si je suis crédible de répéter ça. Enfin bon, bref, on sait que j'adore. Moi, je trouve que c'est super joli, c'est très joli. Vous en pensez quoi sur le plateau? C'est joli quand même, franchement. C'est joli, bien présenté. Pour moi, c'est les produits qu'on fait, ce sont des produits de luxe. Moi, je suis désolée. Donc, voilà, c'est l'excellence guadeloupéenne. Donc, à chaque fois, c'est un plaisir de recevoir. Est-ce que vous avez des projets ou est-ce que les gens peuvent vous contacter? Oui, bien sûr. Donc, les projets actuels, notamment, c'est pour ça que j'ai apporté ça avec moi, c'est que j'aimerais vraiment ancrer la marque dans le patrimoine culturel. Je l'ai appelé démassillage pour enlever les enduits du masse. Ah! Et j'ai travaillé en partenariat avec Nation Marron. Et ça, on a mis un partenariat cette année. Et l'idée pour moi, c'était de sortir de ces étiquettes et de ces clichés que la cosmétique n'est réservée qu'aux femmes, que dans un contexte particulier. C'est-à-dire le maquillage, enlever le maquillage, etc. Je ne suis pas du tout maquillage, ça se voit. Je suis très naturelle et j'ai lancé une marque qui est aussi très, très naturelle et qui met en avant la biodiversité. Et surtout, ce que j'ai appris, ce que mes parents m'ont inculqué et ce que mon île m'a appris. Et l'idée pour moi, c'est d'intégrer la marque vraiment dans mon patrimoine culturel et le patrimoine guadeloupéen. Donc la première action que j'ai faite cette année, c'est le couplet au carnaval, et notamment le masse, en fait, donc les groupes à peau, parce que le côté historique est très fort, le côté ancrage culturel aussi est très fort, et le best-seller de ma marque, que j'appelle l'essentiel de la douche, qu'on pourra retrouver sur tous les réseaux, c'est un beurre végétal nettoyant. Donc du coup, il est sous forme solide, il n'y a pas de flacon ou de packaging, il y a juste un papier en fait pour l'envelopper et puis une boîte en craft pour l'emballage. Donc j'utilise du beurre de mangue, de l'huile de coco, pressée à froid, l'huile de carapate, le marc de café de vieux habitants rivelières, de miel toute fleur, et l'eau de la douche va permettre d'émulsionner, donc créer la crème de douche pour nettoyer la peau, le visage, enlever le maquillage, enlever les enduits du coup, le gros sirop, l'huile de roucou, la peinture, enfin tout ce que les carnavaliers peuvent appliquer sur le corps, et même au quotidien. Enfin jusque-là, je communiquais surtout sur une cible classique en cosmétique, mais là, le fait de l'intégrer au patrimoine, j'ai l'impression que le regard a changé, c'est possible, et que les gens parlent des produits différemment et qu'ils s'associent un peu plus facilement à la marque en fait. Et l'idée pour moi, c'est de continuer à faire ça. Là, il y a Pâques qui arrive. Malheureusement, on est dans un contexte où les traditions ne pourront peut-être pas se faire comme on a l'habitude de les voir. Voilà. Mais c'est un produit multi-usage, multifonction, c'est-à-dire qu'il peut rentrer dans la poche où on peut se balader avec en camping, en randonnée, et on peut prendre soin de soi, nettoyer ses ustensiles, nettoyer sa peau et vraiment l'utiliser comme un produit tout-terrain. C'est vraiment ce que je voulais. Bon, franchement, chapeau, encore une fois, c'est génial. Donc, félicitations pour cette gamme de produits. Merci. Donc, à côté de vous, Olivier Salibur, bonsoir. Bonsoir, rebonsoir. Rebonsoir. Alors, pareil, nous, on a quelques photos et une petite vidéo très intéressante. En plus, vous allez nous expliquer ce qu'ils sont en train de faire. Donc, vous êtes sur un projet avec la Guadeloupe et le Sénégal. Alors, expliquez-nous un petit peu ce qui se passe. Alors, en premier lieu, le Sénégal pour l'instant, et la Guadeloupe, je l'espère. Donc c'est le village d'un homme que j'ai rencontré, donc M. Baldé,
qui est arrivé en France dans les conditions qu'on connaît quand on sort du continent africain et qui a voulu permettre à son village de naissance d'évoluer, en fait. Donc c'est la création de 14 parcelles agricoles donc à développer. Ils ne sont pas du tout fermés, donc on va peut-être partir dans l'innovation également. Il a fallu créer un puits parce qu'il n'avait pas d'eau là-bas, donc ça a été fait. Et là, on est en plein développement directement avec les femmes qu'on peut observer sur cette photo qui mènent le village d'une main de fer. Oui, alors on a vu la photo avec le puits là. Oui. Comment ça se passe? Comment ils ont fait pour trouver ça? En fait, il y a eu un chercheur d'eau qui est passé, donc qui a repéré qu'il y avait une source qui passait. Et ils ont dû forer à 25 mètres de profondeur donc pour pouvoir toucher l'eau. D'accord. Et donc rentrer tout ce qui est protection, béton, etc. pour pouvoir extraire l'eau dans de bonnes conditions. Et puis voilà, maintenant on va créer le système d'irrigation pour les 14 parcelles et commencer le projet. Alors, comment l'idée est venue? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils veulent mettre en place? Alors, l'histoire, c'est que les hommes du village partaient beaucoup en Europe et qu'on n'avait pas beaucoup de nouvelles ensuite d'eux. Donc là, le projet, c'est d'automatiser le village, en fait, que les femmes soient libres depuis chez elles, donc à l'international ou mondial, on verra, pouvoir subvenir à leurs besoins par elles-mêmes, sans attendre le retour de personne, en fait, tout simplement. Comme quoi, le retour, moi je vais pas dire en Guadeloupe c'est important, mais au Sénégal aussi, enfin un peu partout aussi. C'est partout pareil. Départ est facile, le retour est compliqué. Ouais. Et du coup, c'est le lien avec la Guadeloupe, Le lien avec la Guadeloupe, c'est par rapport à tout ce qui va être plantes médicinales, en fait. Ils sont très intéressés par les plantes médicinales de chez nous. Donc le lien, il est très simple, du coup. Beaucoup de place là-bas, très peu de produits. Et comme ça, en plus, on les aurait comme clientèle. Voilà, exactement, ou vice-versa. Donc ça, l'idée, c'est qu'eux, ils peuvent cultiver pour nous. C'est ça. Et que nous, on transforme en médicaments et que ce soit nos clients en plus. Ils ont la place qui va nous manquer par rapport au fait qu'on soit sur une île. Donc, je pense qu'il y a des choses à faire avec eux. Un petit peu comme ça se passe en Europe pour les accords de libre-échange et tout. Donc là, ce serait bien de travailler au-delà, puisqu'il y a beaucoup de gens qui travaillent avec la Caraïbe. Donc mettre des choses en place avec déjà le Sénégal. Même faire venir nos jeunes là-bas pour mettre les mains un peu plus dans la terre, etc. Voir d'autres choses, avoir une autre vision aussi du continent africain et pouvoir peut-être, j'espère, débloquer certaines consciences. Et donc voilà, je pense que tout est lié et que c'est un projet qui peut servir aux deux côtés en fait, autant au Sénégal qu'à la Guadeloupe. Autant au Sénégal qu'à la Guadeloupe. Bien sûr. Alors concrètement, parce qu'on a fait, alors déjà merci puisque on a fait une émission sur la biodiversité qui visiblement a beaucoup plu, qui vous a beaucoup plu, donc ça fait plaisir au moins. Oui. Et donc le thème de l'émission c'était le Made in Guadeloupe via la biodiversité. Donc là, je vous pose une question, d'ailleurs, c'est pour ça je vous pose la question, parce que vous êtes dans tout ce qui est validation des acquis et pour aider les gens à faire des formations. Qu'est-ce que vous pensez de la biodiversité guadeloupéenne? Est-ce que vous pensez que c'est un secteur qui est aussi créateur d'emplois et dans lequel on peut trouver beaucoup de niches économiques pour notre département? Donc c'est à moi de vous poser la question. En fait, pour répondre à votre question, je vous ai parlé de transition collective, donc cette réflexion, cette approche collective. Et cette approche collective a nécessité que les partenaires de l'emploi, du service public de l'emploi, l'État, la région, tout ça, se mettent d'accord sur une liste de métiers porteurs. Merci bien. Et je peux vous dire que ça a été un chantier extrêmement compliqué, parce qu'en fin de compte, on est pris entre deux feux. Soit on se dit les métiers porteurs, ce sont les métiers existants qui ont besoin de main-d'œuvre. Donc on va retrouver énormément d'emplois moyennement, voire peu qualifiés, et avec peu de perspectives d'évolution, tout compte fait, ou alors on va se retrouver sur des secteurs, parce qu'il y a un vieillissement de la population, on va avoir les métiers du sanitaire et du social, des choses comme ça. Par contre, pour trouver des métiers émergents,
pour trouver des axes de développement. Là, pour l'instant, on est en grande difficulté. L'État essaye de publier depuis 2 ans une liste des métiers émergents, une liste nationale. On peut trouver ça sur le site de France Compétences, qui est l'agence de l'État qui s'occupe de toutes ces problématiques. Et pour l'instant, ils ont sorti une liste de 22 métiers émergents et une autre de 13 en complément sur 2 ans. Parce que c'est assez difficile de pouvoir deviner qu'est-ce qui va être, comment ça va se développer, est-ce que ça va... Bon, tout à l'heure, on parlait de la construction des filières. Les métiers ne peuvent pas se créer comme ça. Et il faut véritablement qu'il y ait une filière. Dans le temps, les personnes ont dit, je sais pas, il y avait des chevaux, il y avait des maréchals ferrants. Oui, voilà. Il y avait des gens... Bon, après, quand vous commencez à supprimer, il y a le cheval vapeur qui arrive, il vous faut des mécaniciens. Donc, à chaque fois, vous êtes obligé. Et comme l'évolution technologique est quand même relativement rapide et soutenue et permanente, ça veut dire qu'à chaque fois, les gens doivent s'adapter. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais qu'on va de moins en moins aller chercher des diplômes. Oui, parce que sinon, on ne va jamais avoir le temps. Le temps que vous prépariez un diplôme, vous l'utilisez 2 ans, 3 ans, c'est déjà fini, on passe à autre chose. Donc, il y a vraiment toute une logique mais c'était bien qu'il y ait un premier travail de réflexion collective sur qu'est-ce que sont les métiers porteurs en Guadeloupe. Donc, pour l'instant, on va dire que la liste est relativement traditionnelle. Elle sera publiée sur notre site dans les jours qui viennent. Donc, ceux qui voudront la consulter pourront regarder. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'elle ressemble à des choses un peu disons, il n'y a pas d'énormes surprises. Du moins, on sait au moins que dans ces métiers-là, il y a plus de demandes de la part des employeurs que dans d'autres métiers qui, eux, sont peut-être en train de disparaître. Parce qu'on a aussi des métiers qui disparaissent. Oui, il y a des métiers qui disparaissent. Ouais. Et en plus, en parlant, comme vous étiez en train de parler du gouvernement, ils ont aussi sorti un rapport il y a 2 ans sur la biodiversité et sur tout l'avenir de cette fameuse biodiversité. Donc, à l'instar de monsieur Henri Joseph, enfin du docteur Henri Joseph, on sait très bien que ce marché de la biodiversité, d'ailleurs les multinationales le savaient avant beaucoup de gens, puisqu'ils achètent des brevets sur les plantes jusqu'en Amazonie pour que les populations locales n'aient même pas le droit d'exploiter leurs propres plantes de chez eux. Que ça ne nous arrive pas. Donc il y a un or vert. Je pense ça a été baptisé comme ça dans des ouvrages. Il y a un or vert, oui, la biodiversité, de toute façon, c'est l'essence même de la vie. Donc, on reviendra au pied de la croix. Oui. Vous en pensez quoi, Monsieur Babel? Parce que vous, ça fait longtemps en plus que vous travaillez sur le sujet. Oui, c'est vrai que la biodiversité, c'est notre source d'inspiration sur à peu près tout ce que l'homme peut inventer, parce qu'il s'inspire de la nature. Et on a, chez nous, on a une biodiversité qui est très riche et qui nous offre d'énormes perspectives d'avenir au niveau de la création d'emplois et de nouveaux emplois. Moi, je me suis lancé dans la formation locavore. Avant, on n'utilisait pas ce genre de thème et d'association. Et maintenant, donc, c'est vrai qu'à travers tout ce que moi-même je découvre, parce que c'est vrai que je produit des fiches techniques pour permettre au tout public d'avoir des outils pour aller vers une certaine autonomie. Et moi-même aussi, j'apprends à travers ce que je fais. Et je découvre énormément de choses aussi qu'on peut faire à partir de nos produits qui sont autour de chez nous. Alors, rapidement, avant de vous laisser sur une information sur justement quand on parle de la biodiversité et de l'alimentation tout à l'heure, on va vous montrer un événement qui aura lieu pour les enfants pendant les vacances. Mais rapidement, État et menaces de la biodiversité. Donc, c'est un rapport français de l'Observatoire du gouvernement. De par l'étendue de son espace maritime et la biodiversité de ses habitats, la France habite l'un des patrimoines naturels les plus riches du monde. Alors que la métropole est championne d'Europe pour la diversité des amphibiens, oiseaux et mammifères, les collectivités d'outre-mer abritent 10% des récifs coralliens mondiaux. Donc rien qu'avec les récifs coralliens, on peut faire beaucoup de choses. Mais cette richesse est de plus en plus menacée. Ainsi, selon l'Observatoire national de la biodiversité, 18% des espèces ont disparu et 70% des habitats sont dans un état de conservation défavorable. Les activités humaines sont responsables de cette érosion et de la biodiversité. Donc je pense que c'est quelque chose, on en parle beaucoup, on entend beaucoup, tout le monde en parler, mais je pense que ce serait vraiment intéressant que maintenant on se dise stop, on arrête. On a vu avant Covid,
De toute façon, rien n'a fonctionné. Donc, changeons de système. Profitons-en puisque là, on est en train de... Tout le monde parle du plan de relance. D'ailleurs, il y a pas mal de plans de relance qui ont été mis sur le marché. Je vais reprendre celui de la Chambre des métiers, puisque c'est celui que j'ai eu l'occasion de présenter plusieurs fois. C'est un très bon plan de relance. Forcément, comme c'est des choses qui se font au niveau local, donc ça prend en compte la biodiversité, de toute façon, les artisans travaillent avec ce qu'il y a autour d'eux, quoi. Donc, profitons-en pendant qu'on est en train de parler du plan de relance. On va, nous aussi, de notre côté, plus en plus chercher sur ces métiers et voir les choses qui sont mises en place. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Avant de vous quitter, on va vous montrer une dernière affiche. Donc, c'est des choses, voilà. Donc, le Zion Art Loisirs, donc centre de loisirs artistiques dans le Zion, du 6 au 10 avril. Donc, journée plus repas. Et donc land art, jardinage, peinture végétale, body painting, jeux d'eau, donc c'est Habitat Petit Bourg, du Kéry, de 8h30 à 16h pour les enfants de 6 à 10 ans. Donc allez-y, inscrivez vos enfants, numéro de téléphone et contact 06 90 99 36 65, je répète 06 90 99 36 65. Inscrivez vos enfants si vous pouvez, ne serait-ce que pour une journée de temps en temps. Ce genre d'animation, je pense que c'est des choses qui peuvent leur permettre de développer, d'aller dans le bon sens pour l'avenir. De manière à ce que dans 10 ans, on ne se retrouve pas encore dans les mêmes situations dans laquelle nous sommes maintenant. Hein. C'est pendant qu'ils sont petits qu'il faut leur en parler et qu'il faut prévoir tout ceci. Donc merci de nous avoir suivis. Merci à tous pour votre participation. Au revoir, à la semaine prochaine.